Bien, bonjour à tous. Euh, je vais commencer par rappeler un peu la thématique d'aujourd'hui et vérifier que la technique dans ce deuxième webinaire fonctionne mieux que dans le premier. Alors, je vais tout de suite poser la question à Guillaume et Ilias qui m'accompagnent ici sur cette deuxième mission. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Oui, tout est bon. Parfait. Alors, puisque la technique fonctionne, on va y aller. Donc, nous sommes dans le volet 2 d'une série de 5 webinaires dont le titre est « La machine peut-elle façonner l'idéation de demain ?» Nous avons donc encore 3 webinaires qui suivront avec des thématiques diverses. Pour la première thématique, nous avions plutôt abordé la description de la chaire Ayar, ses objectifs, ses finalités, sa feuille de route. On vous a aussi montré lors du premier webinaire les différents outils avec lesquels nous sommes arrivés jusqu'à un certain point de développement. Et je vous avais fait même quelques démos. On a eu des petits soucis techniques, mais on est en train justement de recompiler un peu la vidéo globale du webinaire pour que l'ensemble des 5 vidéos, des 5 webinaires, vous soit restitué avant la fin, de manière à ce que vous ayez un peu le follow-up global sur l'ensemble des actions. Donc ce second volet, il est dédié exclusivement à la méthode TRIZ. Oui, effectivement, on va devoir aborder et rentrer à nouveau dans la présentation de cette théorie de l'invention. Simplement, je vais essayer de l'aborder sous 2 angles. Le passé, certes, avec les fondements, avec comment elle est née, quels sont ses principaux postulats. Et puis, je vais aborder un peu plus longuement la partie de son informatisation, en passant par l'intermédiaire de ses limites. Donc, si on voit bien mes transparents et mon plan de la présentation, je vais donc la détailler. Bon, elle sera en 2 points, hein. Donc, vous avez un peu d'histoire, il faut en passer par là. Et puis, TRIZ plus IA, qui est la thématique principale et centrale de ce second volet. Sur la partie histoire, on va essayer de ne pas être trop rébarbatif et revenir trop longuement sur les fondements. Il faut quand même les aborder et penser à ceux qui n'ont jamais encore découvert ce qu'était la méthode TRIZ. Donc, vous vous en rappelez quelques fondements. Je vais aussi aborder ces clichés, hein. On a entendu ces 30 dernières années autour de cette méthode beaucoup de choses. Donc, je vais en prendre quelques-uns et tenter de vous apporter des réponses simples et claires. Ce qui distingue la TRIZ des autres approches, c'est souvent une question qu'on se pose, hein. Donc, je vais l'aborder aussi avec 3 points principaux. Et puis aborder aussi de façon tout à fait honnête les limites de TRIZ, les failles de TRIZ, et qu'est-ce qui fonctionne pas ou mal dans TRIZ. Tout ça pour aborder ensuite une seconde partie. On va parler de son informatisation en 3 étapes. Une ontologie, d'abord, nécessaire, une informatisation de sa démarche et quelques démos sur une partie de l'automatisation de certaines tâches de TRIZ. Et vous parlez ensuite sur 2 points rapides, des perspectives pour le futur. Alors ça, c'est le plan et donc j'en arrive à vous décrire déjà l'acronyme. Ça paraît presque anodin, mais peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore cherché par curiosité ce que voulait dire TRIZ. Donc c'est un acronyme en 4 lettres qui signifie théorie de la résolution des problèmes inventifs. Je ne me risquerai pas dans sa présentation en russe, mais à la base, le T est très important et il veut dire théorie. Alors que j'ai dit plusieurs fois avant méthode. Première question qu'on peut se poser, mais finalement, c'est quoi TRIZ? Une théorie? Une méthode? Parfois, certains disent un outil, d'autres parlent même de philosophie. Alors, on est à quel niveau? Je vous dirais presque tous à la fois, parce que on peut appréhender TRIZ à tous ces niveaux-là. Si vous êtes un utilisateur et que vous avez envie de faire
une action de résolution de problème inventif en utilisant la matrice. Bah là, vous prenez TRIZ au niveau de l'outil. Par contre, si vous abordez théoriquement le fait que tout problème peut se résoudre en la formulation d'une contradiction, et que cette contradiction va suivre une trajectoire induite par des lois d'évolution, bah là, vous prenez TRIZ plutôt en tant que théorie. Et puis, on peut aussi aborder philosophiquement le fait que euh, la vie n'est finalement qu'une succession de résolutions de problèmes qu'on tente de dépasser en affrontant les contradictions par autre chose que par des compromis. Et là, on fait de TRIZ plus une philosophie. Donc, vous pouvez aborder TRIZ de diverses manières. On a l'habitude d'accompagner cette définition de l'acronyme par une des phrases de son auteur, hein, Heinrich Altschuler. Euh, et cette phrase, elle est très connue pour ceux qui ont déjà lu sur le sujet de TRIZ. Je voulais juste revenir sur je ne voulais pas inventer moi-même, je voulais aider les autres à devenir des inventeurs. Bah, son but premier à Altschuler, c'était surtout pédagogique, c'était surtout euh, comprendre le raisonnement de l'inventeur et tenter de le reproduire pour apprendre à d'autres personnes qui sont moins inventeurs de le devenir. Donc faire progresser des ingénieurs, des chercheurs dans leur capacité à inventer. Il était donc pédagogique, ce but. On peut rappeler le contexte de l'ex-URSS où est né TRIZ, hein, quelque part en 1946, et je vous citerai au travers de quelques présentations les dates clés de la théorie. Alors un peu d'histoire, mais je ne vais pas m'étendre trop longuement sur la description historique de TRIZ. TRIZ est né en 1946, c'est là où Altschuler en a posé les bases. Qu'est-ce qu'il a fait en 1946 dans les premières années de développement de TRIZ? Bah déjà, il faut se rappeler euh, qu'il travaillait pour la marine soviétique et qu'il recevait dans son bureau à longueur de journée des inventeurs qui avaient des idées, parfois un prototype, parfois juste un croquis sur une feuille de papier. Et sa mission, c'était de euh, porter un jugement sur cette invention et éventuellement décider de l'acheter pour le compte de la marine soviétique. Et c'était une tâche assez rébarbative. Et au fur et à mesure qu'il voyait défiler dans son bureau des inventeurs, il a eu un peu comme un mécanisme qui lui est apparu, c'est que quel que soit l'âge, quel que soit le domaine disciplinaire, quel que soit le sexe de la personne, un homme, une femme, quel que soit euh, son domaine d'origine, un mécanicien, un chimiste, ben, il y avait des traits communs qu'il retrouvait d'un inventeur à l'autre. C'est ça qui a un peu attisé sa curiosité pour aller plus loin et tenter de développer une forme de théorisation de l'activité d'invention, parce qu'il avait compris qu'il existait des mécanismes communs inhérents à l'inventeur qui dépassaient l'approche classique de la simple résolution de problèmes. Les années qui ont suivi, la décennie suivante, hein, le 56 à pratiquement les 20 années qui ont suivi, on a assisté à un fort développement de TRIZ, notamment le fait qu'il a disséminé la théorie dans un certain nombre de pays de l'ex-URSS. Il y avait jusqu'à 300 centres et 3000 chercheurs qui correspondaient avec lui dans les 20 ans qui ont suivi et qui ont permis à Altschuler et son équipe de développer les outils, les méthodes de TRIZ. 1974, c'est les balbutiements de l'internationalisation de TRIZ. Même si TRIZ est resté bien cloîtré derrière le rideau de fer jusqu'en 90, il y a eu une volonté de s'ouvrir et de tenter de se mesurer à d'autres approches méthodologiques, enrichir TRIZ, le développer collectivement. Donc il y a eu des séminaires, il y a eu des publications, il y a eu des ouvrages, des confrontations d'idées entre les chercheurs de TRIZ et un élargissement à toutes les disciplines, ce qui a été vraiment, on va dire, l'étape d'élargissement de l'approche théorique d'Altschuler. Et puis, il y a eu aussi une date célèbre dans l'histoire de TRIZ, c'est 85. C'est le moment où Altschuler a dit stop, c'est fini, j'arrête. Euh, pour moi, j'en ai fait le tour. Ça peut paraître bizarre quand 35 ans après on continue à faire de la recherche et des thèses de doctorat sur TRIZ. Pourtant, Altschuler a considéré que sur la partie de l'ingénierie, il en avait fait le tour. Et il s'est concentré, après 85, plutôt vers
la discipline de l'invention chez l'humain et tenter de diffuser TRIZ dans d'autres disciplines. Alors, ça peut être la politique, ça peut être le marketing, ça peut être le management, ça peut être la publicité. Voilà, il y a eu d'autres écoles de TRIZ, ça peut être aussi TRIZ pour la pédagogie des tout-petits, mais après 85, il a quelque part quitté l'industrie et les domaines variés de l'industrie pour revenir vers l'humain et les autres disciplines. Alors, pour mieux comprendre TRIZ, je vais essayer de vous en faire une description en un slide qui décompose TRIZ et ses différents gros blocs théoriques et méthodologiques. TRIZ peut s'illustrer de la façon suivante. Il y a deux postulats principaux ou deux axiomes qui découlent de la compréhension de TRIZ. Le premier, c'est que l'évolution des systèmes techniques est gouvernée par des lois objectives. Voilà. TRIZ a ceci de différent des autres approches, c'est qu'elle est en quelque sorte darwinienne. Elle permet d'anticiper sur ce que pourrait devenir l'objet technique dans son futur, basé sur l'observation de son environnement et de faits passés sur des objets similaires ou des objets connexes. Le second axiome de TRIZ, c'est que tout problème peut se transcrire en une contradiction. Et là, on touche au cœur de la théorie, c'est le fait qu'un problème inventif, selon Altshuler, devait toujours revêtir la forme d'une contradiction avant d'être engagé en résolution. Et ça, c'est vraiment quelque chose de propre à TRIZ. Les métabases de connaissances, pourquoi on dit métabase de connaissances? Parce que c'est une forme de représentation synthétique, voire canonique, des bases de connaissances très nombreuses. Donc elles sont relativement en nombre limité. Il existe dans TRIZ 9 lois, 11 méthodes de séparation des contradictions physiques, 40 principes inventifs, un système de 76 standards et un premier jeu de 1200 effets physiques, chimiques et géométriques. Associé à cela, vous avez au sein de TRIZ des méthodes qui ont été développées par Altshuler, des méthodes notamment pour accéder aux bases de connaissances. On parle d'ARIZ, on parle de l'analyse substance-champ, VPOL en russe, on parle des hommes miniatures, des opérations dimension-temps-coût, et puis vous avez aussi dans TRIZ un certain nombre d'outils. Des outils qui sont la matrice, les pointeurs d'effets, l'algorithme de choix des standards, autant d'outils nécessaires, notamment à l'usage des méthodes. Que l'on parle des méthodes ou des outils, toutes sont en respect des postulats et des axiomes et des fondamentaux de TRIZ. Et bien souvent, une méthode fait appel à un outil pour bien fonctionner, à l'une de ces étapes. Ainsi, si vous voulez correctement utiliser l'analyse VPOL ou l'analyse substance-champ, il va vous falloir faire appel au pointeur d'effet et à l'algorithme de choix des standards, et vous bénéficierez ensuite de l'accès aux 76 standards inventifs. Donc vous voyez, TRIZ fonctionne un peu comme un système où on accède aux bases de connaissances grâce aux méthodes, grâce aux outils, tout en restant systématiquement en respect de ces postulats et de ces axiomes. Quelques exemples sur les deux principaux postulats de TRIZ, les lois d'évolution. Qu'est-ce qu'on entend par loi d'évolution? On prend des objets de divers domaines. Là, j'ai pris un clavier, un roulement à billes, une scie circulaire et une lame de scie circulaire et une pince à épiler. Eh bien, ces trois objets ont une trajectoire analogue, bien que très différents. Ils sont passés par un second stade qui a été le stade du liquide, alors qu'au départ, ils étaient solides, puis ils ont évolué vers le stade du champ. Et on retrouve bien, quel que soit l'objet, le fait qu'il est passé d'abord par le stade solide, puis par le stade liquide, puis par le stade champ. Et cette loi, elle est transversale, elle est transverse à plein de domaines. Le tout est maintenant, lorsque on est conscient que cette loi existe et qu'elle est générique à tous les objets techniques, c'est de statuer sur le fait que c'est opportun ou pas de passer d'un stade à un autre. Déjà de mesurer à quel stade on en est. Et est-il intéressant d'imaginer que le futur de cet objet technique ira dans le sens de cette loi ou pas? Donc en fait, les lois d'évolution, je rappelle, elles sont au nombre de 9, elles vous servent un peu de guide et de cartographie dans
les méandres du futur d'un objet technique. Et elles vous servent quelque part de guide et elles peuvent éclairer votre feuille de route. Le deuxième élément que je voulais vous décrire, c'est la contradiction. Encore un élément central de TRIZ par lequel il faut que je revienne pour que vous mesuriez bien un peu tout l'intérêt après de faire de l'informatisation derrière TRIZ. Je pars d'un exemple très simple. Vous êtes tous en ce moment en train de nous regarder derrière un écran. Il y a moins une chose qu'on partage tous. Là. Cet écran, il est plus ou moins grand, selon que vous ayez un laptop, un grand écran d'ordinateur ou même un smartphone. Néanmoins, vous avez une contradiction. C'est que la diagonale de cet écran, ce serait pas mal de la voir importante, parce que si elle est importante, dans ce cas-là, la lisibilité de ce qu'il y a sur cet écran n'en sera que meilleure. Donc ira dans un état satisfaisant. Eh bien, ce que va vous proposer TRIZ, c'est d'observer non seulement une direction souhaitée pour ce paramètre, la diagonale, mais son paramètre opposé. Qu'adviendrait-il de positif si la diagonale était faible? Eh bien, on peut dire que, par exemple, mon écran va être plus facilement transportable s'il est plus petit. Et vous n'avez une contradiction qu'à partir du moment où vous vérifiez la réversibilité des affirmations. Et la réversibilité des affirmations, ça va être si la diagonale est faible, dans ce cas-là, on perd en lisibilité, et si la diagonale est importante, dans ce cas-là, on perd en transportabilité. Avec ce petit pictogramme très simple, on illustre ce qu'est une contradiction pour la méthode TRIZ, et notamment sa capacité à formuler n'importe quel problème sous cet angle. On peut bien entendu extraire de cette forme tabloïde une forme lexicale qu'on va pouvoir lire et dans laquelle on va pouvoir retrouver les éléments clés d'une affirmation sous forme de contradiction. Alors, j'en arrive à vous détailler maintenant la méthode TRIZ sous l'angle d'une approche et d'une démarche méthodologique, un schéma que ceux d'entre vous qui connaissent TRIZ connaissent très bien. On parle d'un problème spécifique. Et si vous faites une activité classique d'essai et d'erreur ou de brainstorming, ou simplement si vous comptez sur la chance, ben vous allez directement du problème vers la solution. Ce que vous propose TRIZ, c'est de quitter l'espace d'un instant le domaine du problème pour aller vers un domaine abstrait. Et vous faites un travail de modélisation. Vous transformez quelque part une réalité à laquelle vous faites face, une réalité de problème, et vous la transformez en un modèle trisien, une contradiction ou un modèle substance-champ. Donc on va appeler ça un problème générique, mais formulé sous l'angle de TRIZ cette fois. Les outils de TRIZ vont être utiles à ce moment-là. C'est des moments où il va falloir faire des associations entre un problème générique et des propositions de solutions qu'on va aller chercher dans les métabases de TRIZ. Et là, on va appeler ça une solution générique. Bien entendu, cette solution générique ou ces solutions génériques, elles sont directement associées au problème. Le but ensuite, c'est d'interpréter, parce que ce n'est pas parce qu'on vous donne une solution générique que tout le travail est fait. Il faut encore raisonner par analogie, interpréter la solution générique qui vous est donnée avant de vous construire une solution spécifique propre à la résolution de votre problème. On va prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Ah oui, j'ai un dernier élément à vous transmettre dans ce schéma, c'est que c'est quoi une solution spécifique dans TRIZ? Ben, je vais faire une analogie par rapport au portrait robot dans la police. Chaque ingrédient va contribuer à vous donner le portrait final de la solution. Certaines personnes peuvent réagir avec juste les yeux et juste le nez, d'autres, il leur faudra les yeux, le nez, la bouche et le contour du visage pour reconnaître qui c'est. Eh bien, il y a ce même raisonnement. Plus vous mettez des éléments d'addition du portrait de la solution, et plus la solution sera simple à interpréter et à reconnaître. J'encourage donc tous ceux qui utilisent TRIZ à compléter le portrait de la solution par le plus d'éléments possible pour rendre beaucoup plus simple l'interprétation. Ne tentez pas une interprétation simplement parce que vous avez un élément du portrait. Alors on va prendre un exemple tout simple. Je veux poser une chemise sur un cintre sans avoir à la déboutonner.
comment je vais pouvoir faire? Bah, si on fait un brainstorming, on peut imaginer, je passe le cintre par en dessous, par exemple. Mais ça risque de provoquer beaucoup de mouvements et beaucoup de fatigue, surtout si vous avez plein de chemises à ranger. Heu, Modéliser, c'est transformer donc, la situation problème en un modèle trisien. Mais on va reprendre cette, petite contradiction. Là, je pourrais dire, par exemple, que la longueur des bras, si j'ai des bras qui sont petits, bah, ils vont rentrer simplement dans l'encolure et je vais pouvoir simplifier beaucoup, heu, la capacité d'enfiler le cintre, dans la chemise. Mais seulement si j'ai un petit cintre dont les bras font 5 centimètres, la chemise, elle va pas tenir, elle va tomber. Donc j'ai aussi besoin d'un cintre qui fasse 45 centimètres, la largeur des épaules, comme ça permettra à ma chemise de tenir sur le cintre. Mais là, elle sera beaucoup plus difficile à enfiler. Et c'est là que se trouve la contradiction, sur la longueur des bras. Je la veux faible pour rentrer dans l'encolure, mais je la veux aussi large pour assurer la stabilité de la chemise. La matrice de Trise, un des outils de Trise, va vous donner une contradiction, la contradiction 19-13. Je n'ai pas le temps de vous montrer une application complète de la matrice, on va y aller après, mais le principe 17, par exemple, revient lors de la contradiction 19-13 et il titre le changement de dimension. Et ce qu'il vous suggère, en termes de modèle de solution, c'est si l'objet se déplace le long d'une ligne, envisager un mouvement dans un espace bidimensionnel. Vous me direz, c'est un peu ambigu, mais ça vous met dans la direction d'une solution qu'il va vous falloir interpréter. Et l'interprétation de ce principe inventif pourrait éventuellement vous donner une solution comme celle-ci. Et vous voyez que plutôt qu'un mouvement unidirectionnel, on a un mouvement en Z bidirectionnel qui vous permet d'enfiler la chemise sans la déboutonner. Donc voilà une des illustrations de la méthode Trise. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire face à ce schéma? Déjà, se poser la question, est-ce que dans mon portrait robot, j'ai bien tous les ingrédients qui me permettent l'interprétation? On peut aussi comprendre toute la difficulté qu'il y a à interpréter. Cette phrase est ambiguë, elle ne donne qu'une direction et il reste encore une large part du travail pour interpréter cette information et en faire une solution qui vous soit utile. Je passe au transparent suivant, quelques éléments pour démystifier les clichés. Qu'est-ce qu'on entend de Trise? Trise, c'est compliqué. C'est la première un des premiers des reproches qu'on fait à Trise. Trise, c'est compliqué. Ouais, bon, si vous passez 2 fois 7 heures à l'INSA de Strasbourg, je peux vous assurer que ça sera plus compliqué après. L'intérêt d'apprendre Trise, il est finalement pas si compliqué que ça. Nous, on a estimé une dizaine d'heures, une quinzaine d'heures maximum pour s'immerger complètement dans Trise et maîtriser ses fondamentaux. Donc c'est pas si compliqué que ça. Alors, forcément, ça n'est pas un brainstorming de 2 heures. Il y a un peu plus de notions de base pour être capable de mettre Trise en œuvre et d'être capable d'en tirer les meilleurs effets. Mais quand même, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, on a tous, j'ai pas encore la liste des participants, mais on a tous des diplômes et on sait qu'il est parfois des sujets compliqués. C'est juste qu'il faut passer assez de temps pour les explorer et les comprendre. Deuxième cliché, Trise, c'est trop long à apprendre. Ça va un peu avec c'est compliqué, mais il y a la longueur d'apprentissage qui est souvent remise en cause. On n'a pas voulu se mettre à Trise parce que c'était trop long. Oui, moi, quand j'étais à l'école et qu'on m'a appris, la CAO, ça a duré 500 heures de cours et je me suis pas plaint, hein. J'ai vraiment le sentiment que beaucoup de gens font la fine bouche dès qu'il y a 10 heures de cours à faire. Alors oui, dans la vie active, dans la vie professionnelle, c'est pas simple de passer 10-15 heures à apprendre quelque chose. Mais bon, aujourd'hui, vous avez des disciplines 10 fois plus longues d'apprentissage et compliquées que Trise. Et surtout, le bénéfice qu'il y en a derrière, vous apprenez à résoudre des problèmes inventifs de toute nature. Donc, je pense que c'est un faux problème de croire que Trise, c'est long à apprendre. C'est pas si long que ça et c'est pas si compliqué que ça. Et troisième cliché que j'aimerais démystifier, Trise, ça ne marche qu'en mécanique. Voilà, j'entends souvent ça, hein. Ah oui, maîtrise, c'est bien, mais ça marche qu'en mécanique. Non, non. La notion de contradiction, c'est vraiment
évident qu'elle est transdisciplinaire. C'est même là la force de Trise. C'est d'exprimer une contradiction sous une forme dans une discipline pour ensuite accéder à des informations qui se trouvent dans une autre. Donc déjà, ça ne peut pas marcher qu'en mécanique, ça va marcher entre disciplines. Quelle discipline, aujourd'hui, n'a pas de contradiction inhérente? Je pense aucune. Alors, je ne me risquerai pas dans d'autres domaines scientifiques, hein, dans le tertiaire ou autre, hein. Je me cantonnerai au champ des sciences de l'ingénieur, mais au moins dans les domaines des sciences de l'ingénieur, tous ceux qui sont couverts par la notion de brevet, TRIZ fonctionne, il n'y a pas de raison. Il y a des contradictions partout dans tous les domaines. Donc voilà, quelques éléments pour démystifier quelques clichés qu'on pourrait dire sur TRIZ. Ensuite, ce qui distingue TRIZ des autres approches. Son expansivité, je dirais qu'une des grandes qualités que les autres méthodes n'ont pas, c'est que TRIZ vous aide à aller au-delà de votre propre cercle de compétences. Et je connais aucune autre approche qui vous incite de manière structurée à aller au-delà du périmètre de ce que vous savez. Donc, sa capacité expansive à aller vers d'autres disciplines, elle est à mettre en avant et à l'actif de TRIZ. Son esprit darwinien, ça c'est aussi quelque chose qui est propre à TRIZ et qui la distingue des autres méthodes. Il y a ces fameuses lois d'évolution qui balisent le terrain. C'est la seule méthode qui vous propose des lois d'évolution qui balisent le terrain et qui, quelque part, vous offre une cartographie des futurs possibles quand vous réfléchissez à un objet technique à un instant T et vers où il se dirige pour aller vers l'instant T plus 1. Il y a une cartographie. On ne sait pas quelle route prendre, on ne sait pas quand il faut la prendre, on ne sait pas comment il faut la prendre, mais la cartographie est quand même là. Donc, cette façon d'observer l'évolution des systèmes techniques est vraiment propre à TRIZ. Et puis enfin, un dernier domaine, c'est son universalité. Le modèle de la contradiction, le modèle de la loi d'évolution sont des modèles universels et transdisciplinaires. Donc, on ne peut pas dire que TRIZ soit réservé à une discipline plus qu'à une autre. Chaque domaine disciplinaire s'enrichira d'observer ses propres problèmes comme des contradictions. Et là, je suis persuadé que l'universalité de TRIZ sera un atout pour tous ceux qui en feront usage. Maintenant, il y a des failles dans TRIZ, il ne faut pas se leurrer. Et je pense que tous ceux qui parmi vous ont déjà essayé ou se sont déjà risqués à TRIZ ont déjà repéré que dans TRIZ, il y avait des trucs qui ne marchaient pas très bien. La première chose, je dirais, il y a toujours une zone de flou qui a entouré TRIZ. Nous, on a passé 30 années à faire du TRIZ depuis le début des années 90, et je peux vous assurer que derrière TRIZ, tout n'est pas forcément clair. Il y a des zones de flou. Vous avez beau lire tous les bouquins d'Altschuler, vous avez beau regarder la totalité des publications dans TRIZ Journal, il y a des zones où on ne comprend pas très bien comment ça marche. Et ça, c'est très dérangeant quand on est un labo scientifique et qu'on cherche à faire des publications et qu'on cherche à faire de la science, finalement, avec TRIZ ou sur TRIZ. Et là, son flou dérange. Donc ça, c'est une première remarque que je pouvais faire sur TRIZ et ses failles. Le deuxième aspect que j'aimerais souligner, c'est sa propension à déléguer. Un peu trop, TRIZ délègue à l'interprétation humaine, à deux endroits spécifiquement. Au moment de la modélisation, vous avez quand même une part d'interprétation qui fait que on délègue à l'humain sa capacité de comprendre le système et le problème tel qu'il est. C'est pas simple. Ça veut dire que si on se trompe dans sa façon de percevoir le problème, on se trompe dans TRIZ, tout court. Et puis, il y a la propension à déléguer au moment où il faut interpréter. Vous avez vu le cintre, hein. Il faut changer, ne pas être sur une ligne, mais être sur un ensemble de lignes ou une trajectoire qui n'est pas simplement linéaire. Avant d'en arriver au cintre en forme de S, il y a quand même un effort intellectuel qui n'est pas simple. Et donc, encore une fois, la TRIZ délègue à l'humain la capacité d'interpréter et d'en construire une solution. Ça veut donc dire que vous demandez à un humain ou à un autre humain, ils n'auront pas les mêmes résultats face à l'interprétation de la connaissance générique qu'on va lui invoquer et la solution qu'il va générer suite à son interprétation. Ça fait appel à son savoir, ça fait appel à ce qu'il sait sur le sujet. Et puis les méandres de TRIZ, c'est tout un tas
de mots-clés qui sont tantôt un outil, tantôt une méthode, tantôt une base de données. Quand est-ce qu'on en associe 2 ou 4 ou 6? Quel est le process? Est-ce qu'il y a pour un cas d'étude particulier un processus particulier qui ferait qu'on prend certains outils de TRIZ à un moment et d'autres outils de TRIZ à un autre? Non, c'est un peu compliqué. Beaucoup de chercheurs ou d'ingénieurs qui travaillent sur TRIZ ou qui travaillent avec TRIZ se sont lancés dans les méandres de TRIZ et ont tenté de faire des algorithmes d'usage de TRIZ. Il n'y en a aucun qui fait aujourd'hui légitimité, même si on sait qu'on peut diviser les processus en la matrice ou les standards ou un RIZ. Je vais avancer parce que c'est vrai que le temps file. Alors, on arrive au sujet central qui nous intéresse dans l'ensemble des 5 webinaires, même si celui-ci est plus dédié à TRIZ. TRIZ et l'intelligence artificielle. La première étape pour nous, ça a été, si on veut faire de l'informatique avec TRIZ, il faut faire une ontologie. C'est-à-dire, il faut déjà désambiguiser ces concepts et leurs interrelations pour justement enlever le flou. Et désambiguiser TRIZ, ça veut dire en passer par l'usage d'outils formels. Alors nous, et tous les chercheurs qui travaillent en gestion des connaissances, en IA, connaissent protéger, mais voilà, on a créé une ontologie de TRIZ et on en a fait une architecture de base de données qui aujourd'hui nous permet de faire de l'informatique ou de l'informatisation de TRIZ ou avec TRIZ. La seconde étape, c'est qu'il faut informatiser la démarche. Maintenant qu'on a rendu la démarche formelle, il faut que quelque part on la mette en boîte, qu'il n'y ait plus d'ambiguïté sur le processus et qu'il soit en logigramme et qu'on puisse un peu l'étudier. Donc on a en 2006, donc vous voyez que dans notre histoire de TRIZ, c'est arrivé assez tard. On a d'abord dû comprendre et faire le tour de TRIZ, puis ensuite on en est arrivé à décrire ces différents parallèles. Alors, l'informatisation de TRIZ, elle est passée par un outil logiciel. À l'époque, c'était du Java. Et puis, on a développé cet outil de manière à déjà mettre TRIZ en boîte. Ça nous a permis de pouvoir, sans ambiguïté, enseigner TRIZ, puisque un logiciel va aussi nous permettre d'enseigner, et ensuite d'en passer par l'intelligence artificielle, qui est l'étape qu'on est en train d'aborder, qui est passionnante, puisque après avoir informatisé TRIZ, avoir mis TRIZ en boîte, qu'est-ce qu'on cherche à faire maintenant? Remplacer ces fameuses zones de flou, ces fameuses zones où TRIZ délègue à l'esprit humain et ses limites, et sa variabilité dans sa capacité à interpréter. Bien, qu'est-ce qu'on fait là, à ce moment-là? On essaye de trouver la bonne technique d'intelligence artificielle qui va pouvoir, sans faille, de façon exhaustive, remplacer l'humain par une tâche d'intelligence artificielle et ainsi maximiser les effets de l'usage de TRIZ, mais aussi maximiser les capacités d'accéder à des données quasiment illimitées sur le web. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais l'aborder en 5 points. On utilise du question answering, notamment des algorithmes comme BERT ou Roberta, notamment pour aller rechercher le bon effet physique en utilisant une question en langage naturel, par exemple. Deuxième point, on utilise une technique cosine similarité ou la similarité cosinus pour ceux qui la connaissent, notamment pour créer des équivalences syntaxiques et sémantiques entre un problème spécifique et un problème générique. Vous savez, au moment où il y avait les 4 pavés, là, il faut essayer d'automatiser l'équivalence. Eh bien, effectivement, ce type d'algorithme d'IA marche très bien dans les équivalences problème spécifique, problème générique. Troisième point d'IA, le machine learning et les réseaux de neurones entraînés, notamment pour reconnaître le principe inventif dans un texte. Ça, c'est quelque chose aussi qui marche très bien. C'est qu'on imagine et on anticipe que les données sur le web arrivent à un rythme quasiment effréné. C'est un tsunami quotidien d'informations. Si on n'entraîne pas la machine à reconnaître ces infos et reconnaître dans un texte un principe inventif, on ne bénéficiera pas de toutes les connaissances qui arrivent sur le web. Et puis enfin, le deep learning et les GAN, là Guillaume vous en dira plus dans le séminaire qui suit, mais notamment extraire les contradictions depuis les brevets automatiquement en utilisant des techniques de génératif et de deep learning. Et enfin, la toute dernière nouveauté, là c'est dans le dernier séminaire, Nicolas qui vous en parlera, les Large Language Models et GPT-3, dont on entend parler
maintenant de façon quasi unanimement sur la planète, mais nous, ça fait déjà pas mal de temps qu'on travaille sur ces techniques pour générer des réponses automatiquement depuis de larges bases. Donc on peut imaginer faire générer une réponse à la machine, notamment lorsqu'elle analyse de très larges bases de données textuelles. On va citer les deux principales qu'on utilise, les brevets, 130 millions de brevets à peu près, et les articles scientifiques, 300 000 articles scientifiques, 300 millions d'articles scientifiques à peu près. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'étape entre maintenant et le futur pour nous, pour TRIZ. Il nous reste encore deux points à aborder, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Parce que ce dont je vous parle là, c'est des choses qu'on a déjà, avec la possibilité de vous faire des démos qui sont déjà là. Pour le futur, eh bien, on a l'exhaustivité. Comment ne rien louper? Toute information de tout type documentaire. Et le real-time. Là, c'est Ilias qui vous en parlera dans le séminaire numéro 4. C'est comment on va aborder la notion de temps réel. Comment on va gérer l'hétérogénéité des données. Euh, Peut-être que des données sont redondantes lorsqu'elles sont exprimées dans un brevet et dans un article scientifique. Comment on va éviter cette redondance? Comment on va interpréter des textes qui veulent dire la même chose ou des choses opposées alors qu'ils sont proches sémantiquement. Donc toutes ces thématiques, elles nous intéressent parce qu'elles vont nous permettre de peaufiner cette fameuse machine à inventer auprès de laquelle beaucoup courent. Il y a 8 mécènes industriels dans la chaire que je tiens toujours à remercier. Et cette phrase commune qui nous réunit, ça fera écho par rapport au séminaire 1, c'est que nous souhaitons construire ensemble un ensemble d'outils intelligents qui accompagnent les utilisateurs en temps réel de l'expression de leurs problèmes vers l'information scientifique et technique la plus pertinente de nature à le résoudre. C'est pour ça qu'on s'appelle la chaire AIAR, Artificial Intelligence Augmented R&D. TRIZ est en filigrane de tout ce qu'on fait. C'est un peu le fil rouge dans notre façon de réfléchir. C'est notre ontologie, c'est nos racines. Mais derrière, on assiste l'ingénieur, le chercheur en R&D avec des outils d'IA qui imitent le raisonnement TRIZ avec tout ou partie d'automatisation de ces tâches, de manière à aller plus directement, plus systématiquement, plus rapidement du problème vers la solution, en utilisant des techniques d'IA et des bases de données. J'en arrive à vous partager mon écran, hop, et cette fameuse page web de l'écran de TRIZ, et je vais vous prendre un simple exemple. Donc, on va aller vers le dashboard et vers nos outils. Si par exemple, je prends un projet, je vais créer un projet. Hein, donc, ça, c'est notre plateforme. On va créer un nouveau projet sur Matrix et on va l'appeler test webinaire 2. Voilà. Et je vais créer ce test. Alors, on a un premier algorithme qui peut nous aider à construire une contradiction. Ben, je vais prendre simplement la contradiction que je vous ai décrite avec le cintre. Première chose, vous voudriez faire quoi? Donc là, verbe et complément, c'est la syntaxe qu'on vous demande de formuler. J'aimerais... je vais écrire en anglais un peu. Voilà. Suivant, on vous demande, mais vous voulez finalement améliorer quel paramètre? Ben, ensuite, je vais devoir donner mon levier d'action. Mon levier d'action pour minimiser l'énergie à rentrer le cintre, ben c'est première technique d'IA hyper simple, c'est aller chercher dans une base de données l'antonyme. Donc si je mets automatiquement, alors ça c'est simple, hein, on n'a pas fait grand-chose là. Mais c'est quand même une base d'antonymes.
Si vous mettez small, il vous propose automatiquement big et large. Le paramètre qui se dégrade, c'est donc shirt stability. Et voilà ma contradiction écrite. Je vais donc pouvoir maintenant accéder à la matrice de Trees, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et là, j'ai deux solutions. Donc, je retrouve mes deux paramètres, hein, et j'ai la possibilité soit de cette ambiguïté de choisir par moi-même, humain, dans les 39, lequel correspond le mieux à ce paramètre, ou le deuxième. Ou une technique d'IA, ici, qu'on a mis en place, c'est, et vous voyez, elle est assez rapide, c'est des suggestions qui vous sont faites et qui vous proposent. Alors, vous voyez, là, par exemple, là, c'est bon, mais là, c'est pas bon. Il n'a pas formulé la bonne, puisqu'on a une qui est meilleure que ça, définition, the stability of the object. Comme quoi, on a encore des progrès à faire, nous aussi. Et puis, on va vous proposer des principes inventifs, dont celui que je vous ai proposé tout à l'heure à interpréter, c'est le principe 17, et notamment le petit b, le petit c, le petit b, de son interprétation. Alors, si je sélectionne un principe inventif dans la liste, ben, je peux retourner à l'application et ensuite bénéficier d'exemples technologiques dans d'autres disciplines qui peuvent m'aider à interpréter et à comprendre qu'est-ce qu'on entend par principe inventif 17 et comment peut-on s'inspirer de certains de ces exemples pour en tirer des solutions. Voilà. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur ce problème. Autre élément de trice que je voulais vous montrer avec de l'IA, c'est le filtrage des effets physiques avec une question simple. Alors, si par exemple je mets how to measure, on va mettre how to move a liquid. Voilà. Et je peux régler mon threshold, mon curseur de similarité. Là, je l'ai mis à 60 pour qu'il me donne quand même des réponses, mais je pourrais être encore plus restrictif et le monter à 80, 90. Donc là, il y a un algorithme de question answering de type BERT hein, qui va chercher dans Wikipédia. Donc ce qu'on a implémenté, c'est le lien entre une question en langage naturel qui est posée et la recherche d'une réponse dans une base de données. Donc là, ça prend pas mal de temps parce qu'on est pas mal connecté. J'aurais dû lancer la question en avance, elle est un tout petit peu longue, mais elle nous permet notamment, dans Wikipédia, de lister les pages Wikipédia, puisqu'on s'est limité aux dizaines de milliers de pages Wikipédia dédiées aux effets physiques, pour notamment réaliser cette opération de similarité. Alors, je vais en faire une dernière pendant que celle-ci tourne, et je vais vous proposer d'aller scraper un contenu web avec une technique de réseau de neurones. Donc là, on va aller dans Engineering Articles et je vais vous montrer comment on importe de nouveaux articles. Donc si par exemple, je suis tombé sur un article dont je juge que le contenu est intéressant, je vais capturer ici son URL, la reproduire ici, lancer une opération de scrapping de contenu, il récupère le titre, l'abstract, une image, et il interprète lui-même quels sont les principes inventifs dominants du contenu de cet article sur les 40 principes. Hein. Donc, il s'agit de vibration mécanique, d'expansion thermique et de self-service. Ça me permet, si je décide que cet exemple est bien scrappé et que son contenu est bien intéressant, ben, de l'importer dans la base de données. Voilà. Je vais m'arrêter là pour qu'on ait un peu de temps aussi pour les réponses, parce que je m'aperçois que le temps file. Et je vais maintenant laisser peut-être Guillaume et Ilias et Adan, si je vois qu'Adan est parmi nous aussi, gérer la partie questions-réponses en vous invitant les uns et les autres à poser toutes vos questions dans les minutes qui nous restent.
Donc, pour poser des questions, donc soit vous pouvez directement la poser dans le chat, soit avec l'onglet Q et R, questions-réponses, ou alors simplement vous pouvez lever la main et on activera votre micro. Et il y a une première question de Valentin Philipponnet. Cette plateforme est accessible en libre service? Je vais faire une réponse trisienne, oui et non à la fois. Oui, en libre service pour tout apprenant, c'est-à-dire tout étudiant. En fait, c'est une plateforme qu'on développe pour apprendre TRIZ à des étudiants en situation universitaire ou autre, hein. Et ensuite, forcément, pour les partenaires de la chaire industrielle, à partir du moment où ce sont quelque part eux qui sont sponsors de son développement. Alors, oui, si vous êtes étudiant de l'INSA, non, si vous êtes un industriel qui cherche à faire usage professionnel de cette plateforme. Mais il y a toujours moyen de l'utiliser en entrant dans la chaire, par exemple, simplement. Euh, Deuxième question, la TRIZ et la conception inventive sont-ils des synonymes? Sinon, dans quel cas utiliser l'un ou l'autre terme? c'est une excellente question qui me ramène des années en arrière. Pour moi, la conception inventive, c'est une forme d'élargissement. On a voulu changer le titre de TRIZ parce que je ne me sentais pas de renommer TRIZ autrement. C'est-à-dire, je ne voulais pas appeler TRIZ INSA ou TRIZ CESIP en disant on a réinterprété TRIZ. Donc on a laissé TRIZ et on l'a laissé tel quel, on ne l'a pas touché. C'est pour ça que quand je vous présente TRIZ, je le présente tel qu'il était dans l'histoire jusqu'en 85. Et ensuite, je dis plutôt comment on a appréhendé les limites de TRIZ et comment on en a fait un domaine disciplinaire dans lequel on va pouvoir faire de la science. C'était difficile de faire de la science à partir de TRIZ tel qu'Altschuler nous l'a livré. Donc on a voulu, nous, construire une ontologie, amener des éléments nouveaux, comme la notion de problème, solution partielle, le graphe en préambule de l'usage des contradictions ou de leur extraction. Et toutes ces notions-là, elles nous ont aidés à faire entrer TRIZ dans les domaines scientifiques et peut-être un peu plus facilement aussi dans l'académie et dans l'enseignement. Troisième question, bonjour, quid des applications de TRIZ en biotech? Ah ben, on a Sartorius, hein, on fait pas mal d'exemples, hein. Vous avez des champions, on a gagné des prix aux États-Unis en biotech. Si vous regardez, il y a plein d'applications en biotech, oui. Sartorius, déjà, est un de nos mécènes et on a fait des cas d'études avec eux, dont je ne peux pas vous parler, hein, mais on a, on aura Patrick, puisque je vois que c'est Patrick qui a posé la question. Bien évidemment, en biotech, ça s'applique parce qu'il y a des contradictions en biotech. Comment avez-vous créé un accès à des millions de brevets? Donc là, je peux répondre. Donc pour les Vas-y, brevets, vas-y, Guillaume. on utilise principalement les brevets américains qui sont en libre accès. Donc on a téléchargé les millions de brevets américains qui sont accessibles et on les a mis dans notre base. Et donc sur le logiciel Finder, il y aura aussi possibilité d'importer vos propres brevets issus, par exemple, d'Orbit, qui est un provider de brevets. Euh, voilà, nous, on est abonnés à Questel, mais pas mal d'entreprises le sont aussi. Vous pouvez aussi prendre votre jeu de brevets avec un outil du marché et les importer dans Finder. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois que Pour Valentin l'instant, est non. en train d'écrire. Euh, Ça me permet, le temps qu'il finisse sa question, de revenir sur la question de TRIZ et de la conception inventive. Donc, ce ne sont pas des synonymes, hein, ce sont juste deux éléments à des niveaux systémiques différents. TRIZ est plutôt un élément théorique, peu formalisé, et qui, en l'état, ne pouvait que très difficilement être enseigné, en école d'ingénieur en Europe en tout cas, et encore plus difficilement entrer dans les domaines scientifiques. Donc il a fallu formaliser. Donc la conception inventive est plus une formalisation et un élargissement de TRIZ. Alors, nouvelle question.
Vous avez parlé d'une dizaine d'heures d'apprentissage pour maîtriser les bases de TRIS. Quel est le support d'apprentissage adapté, vidéos, cours, livres, etc. et où les trouver? Oui, alors il y a pléthore de choses sur le web, comme pour plein de domaines. Euh, pour l'instant, nous, on a un e-learning à l'INSA, mais bien entendu, encore une fois, c'est sur le Moodle de l'INSA Strasbourg. Mais en gros, ça consiste en 2 jours de cours, hein, l'initiation, hein, les bases, hein. Si on veut aller plus loin, il y a des modules de formation plus avancés. Toujours, ça passe toujours par des formations, pour l'instant face-to-face, hein, ou via Teams ou ce genre de choses, formation continue ou autre. Il y a bien entendu des ouvrages pour auto-apprendre, hein. Quand j'ai démarré l'entreprise il y a 35 ans, il n'y avait rien, il n'y avait aucun cours disponible. Donc il a fallu que j'ouvre des bouquins, que je lise. Oui, on pourrait vous recommander, pour éviter d'être perdu dans 50 livres, il n'y en a pas tant que ça, hein, mais et de cibler les 3 ou 4 ouvrages à des niveaux différents qu'on peut vous conseiller de lire. Donc là, avec plaisir, on essaiera de mettre ça en dispo sur le site de la chaire ou sur les suites du webinaire pour vous inciter à aller vers certaines lectures plus que sur d'autres, au niveau où vous êtes. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions posées ou pas? Donc, on va en rester là, hein, puisqu'on avait dit, 5h15, hein, c'est ça, officiellement, non? 3/4 d'heure. Oui, officiellement, c'est déjà terminé. Voilà. Donc, Mais il y on a a, peut-être une question qui arrive encore. s'il y a encore des questions, c'est le moment. Non, Euh, c'était pas une question. on va terminer, donc on va clore un peu, déjà en vous remerciant. Je regarde la liste des participants et il y a plein de noms. Je me demande pourquoi je vous ai dit Trise, hein. Je vous ai décrit Trise, puisque la plupart d'entre vous, vous savez ce qu'est Trise. Donc finalement, vous m'avez presque écouté pour rien là. Que ce soit Rachid, Patrick, Christophe ou d'autres. Voilà. Mais j'espère que ça vous aura apporté peut-être un éclairage nouveau, synthétique, rassemblé. Et maintenant, il faut se tourner vers l'avenir. Alors l'avenir, c'est plus moi, hein. Moi, je gère au mieux le présent et le futur immédiat. Mais on a Guillaume, Nicolas et Elias qui vont se suivre. Et je crois que le prochain sur la liste animateur des séminaires, ce sera Guillaume. Donc Guillaume, peut-être avant de nous quitter, allez, un petit teaser pour ta présentation dans 2 semaines, je crois à peu près, hein, c'est ça? Pour la Oui, prochaine. c'est ça. Donc le 1er juin, je présenterai un webinaire intitulé Comment apprendre TRIZ à une IA focus sur la fouille de données. Et le but, ce sera de présenter un peu l'éventail des algorithmes d'IA qui existent et qu'on peut utiliser et qui sont utilisés dans Finder actuellement. Comment on peut s'en servir pour extraire des concepts trisiens à partir de documents techniques, des brevets, des articles scientifiques, et comment s'en servir derrière pour aider les utilisateurs à, par exemple, modéliser leurs problèmes sous forme de contradictions ou pour aider à résoudre des problèmes. Voilà. Et donc, j'espère que vous viendrez dans 2 semaines assister à ce webinaire. Merci à tous pour votre temps, vos questions, votre écoute. Et on espère vous revoir bientôt dans le prochain webinaire ou lors des prochaines réunions de la chaire. Pour ceux qui sont présents physiquement sur Strasbourg, je vous rappelle que, je vous apprends ou je vous rappelle, et on fera de toute façon de la pub pour que la réunion physique en présentiel à l'INSA Strasbourg de la chaire avec les industriels partenaires financeurs, ce sera le 5 juillet et on se réjouit à l'avance de pouvoir débattre avec vous de ce qu'on a fait, de ce qu'on pourra vous démontrer aussi par rapport à l'ensemble de nos activités. Merci à tous et à très Merci à vite. tous. Au revoir.